Salut, alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui est gigantesque, qui est difficile, mais on va l'aborder d'une manière, on va dire superficielle, mais dans le but de essayer d'appréhender les principes de base qui régissent les règles quelquefois mystérieuses de ce domaine, c'est-à-dire le domaine des lignes de transmission. Les lignes de transmission qui sont des fois mis en avant en audio histoire de faire sérieux, mais qui en général ne sont pas vraiment applicables dans ce domaine parce qu'on n'est pas dans des fréquences suffisamment élevées où tous ces phénomènes peuvent commencer à apparaître. Mais dans certains cas, ça peut arriver. Alors, la notion de ligne de transmission, c'est vraiment un métier à part entière. C'est une branche électronique vraiment particulière, car des choses qui sont négligées habituellement lorsqu'on fait l'électronique standard, qu'on peut le faire tous les jours quand on en fait, ce sont des phénomènes qui sont négligés là, mais qui deviennent prépondérants et qui même deviennent des phénomènes nécessaires lorsqu'on tombe dans le domaine des très hautes fréquences. Lorsqu'on fait des appareils de mesure haute fréquence, lorsqu'on veut faire des horloges qui ne sont pas qui sont polluées par des signaux qui sont distordus par des mauvaises connexions, des mauvaises prises, des longueurs de piste trop grandes, des impédances mal adaptées. Ces notions d'impédance sont incroyablement importantes dans ce genre de contexte. Alors la ligne de transmission, c'est vraiment c'est difficile. Et il existe un livre de référence qui est ce que The Art of Electronics est à l'électronique en général. C'est ce bouquin-là. Alors ce bouquin-là, c'est une des références. Alors elle est en anglais évidemment, donc c'est le High Speed Digital Design. Alors bien entendu, c'est tout aussi valable en analogique, hein, parce que là, il parle de l'intégrité du signal dans le monde digital, mais évidemment, c'est une étude analogique de la qualité des signaux, bien sûr. Alors, on voit le deuxième titre qui parle de manuel de magie noire, parce que c'est souvent perçu comme cela, parce qu'il y a un côté magique de certaines propriétés lorsqu'on tape dans ce genre de domaine. Alors, il existe un volume 2 qui est Advanced Black Magic, hein, qui est la suite par les mêmes auteurs. Alors, c'est un excellent bouquin, c'est pareil, c'est très bien écrit, c'est absolument pas universitaire, c'est extrêmement pratique avec beaucoup d'anecdotes et d'articles supplémentaires écrits par des personnes annexes sur des problèmes particuliers, des choses assez, c'est assez dégagé comme style, donc c'est beaucoup plus facile à lire qu'un bouquin purement conventionnel là-dessus. Alors, ouais, je ne vais pas parler en soi de théorie très approfondie là-dessus. Je vais surtout essayer de faire comprendre ce qui se passe d'une manière intuitive. J'ai quasiment pas apporté de formule, bien que dans ce domaine il y en ait beaucoup. Dès que l'on commence à aborder ce style de truc, on se retrouve dans toutes ces formules de coefficient de transmission, de réflexion, dans les attaques de Smith, des choses comme ça qui sont vraiment super tordues, enfin, qui demandent une habitude et une pratique vraiment poussée pour maîtriser réellement. C'est un métier. Et c'est un métier qui est très demandé. Alors, des jeunes qui veulent faire de l'électronique, qui voudraient se demander dans quelle branche il y a du potentiel, les hautes fréquences, tout ce qui est haute fréquence, qui devient de plus en plus importante dans tout ce qui est téléphonie mobile et microprocesseurs avec des signaux d'horloge extrêmement élevés, ça c'est un domaine où il y a peu de spécialités, il y a peu de monde et c'est extrêmement demandé. Il faut avoir la chance de pouvoir faire soit ces stages de fin d'études dans un labo dédié à ça, l'étude des semi-conducteurs ultra rapides, arsénure de gallium et autres semi-conducteurs hors silicium, ce sont des domaines extrêmement porteurs, très porteurs. Mais c'est difficile. La théorie est très insuffisante et il y a énormément de pratiques et d'ajustements pratiques qui font que, en fait, la réalité est tellement complexe que les modèles sont souvent simplifiés par rapport à ce qui est nécessaire de faire et d'ajuster pour que ça fonctionne réellement comme on le voudrait. Néanmoins, en audio, je vais partir de là de l'audio parce que je le vois souvent passer ces notions de ligne de transmission et tout ça, les câbles terminés avec des terminaisons et des trucs comme ça. Bon, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, on parle de ligne de transmission vraiment dans un cas extrêmement simple à comprendre. Un câble, c'est lorsqu'on a un câble qui a une certaine longueur. On va dire ici, on va utiliser, je vais parler d'un câble coaxial ou un câble à deux conducteurs. On va parler de câble coaxial parce que c'est ce qu'on va utiliser pour expérimenter. Hein. On va faire des expérimentations après. On a un câble de masse et on a un câble, on va dire un point chaud, qui est amené à un générateur variable
rapide. Et ici au bout, ben, on va éventuellement mesurer. Enfin, on va mettre un voltmètre ou quelque chose comme ça. On va mesurer. Alors, dans la vie courante, quand on met une tension là, on la retrouve là. Évidemment. En audio, c'est ce qui arrive. Simple pourquoi? Parce que simplement, le temps de transfert du signal est tellement rapide que le temps de transfert est négligeable. À partir du moment où on applique une tension ici, au moment où on la mesure là, c'est quasiment instantané. Néanmoins, quand le signal augmente en fréquence, en fait, ici, le signal a une vélocité. C'est vraiment une vélocité qui est indiquée dans les caractéristiques des câbles, qui sont une fraction de la vitesse de la lumière. En général, de l'ordre, on va dire, entre 0,5 et 0,7 fois la vitesse de la lumière. On va dire dans les 200 000 km/s, peut-être 250 000 dans ces zones. Mais si le signal d'entrée est extrêmement rapide, en fait, il va changer d'état avant que l'état précédent arrive au bout. Donc, si on prend un cliché de la ligne à un instant donné, et si ici je trace la tension sur la ligne, si on met une sinus en entrée, on peut se retrouver avec une ligne avec une tension qui fait ça. À un instant donné, la tension au bord de la ligne ici, par rapport à celle-là, je prends celle-là comme référence, ici on a le générateur qui est au maximum, et on se retrouve à un moment de la ligne à 0 volts, on se retrouve à une tension négative, cette tension-là était ce qu'était le générateur quelques temps avant. Sauf que, dans le temps, cette forme d'onde, enfin c'est une onde électrique, cette forme électrique le long du câble va se déplacer à une vitesse donnée. Mais à un instant donné, en fait, le signal est tellement rapide qu'il a changé suffisamment vite pour qu'il n'ait pas eu le temps d'arriver au bout et d'être mesuré d'une manière instantanée. Donc, à partir du moment où la vitesse de propagation d'un signal électrique commence à compter, on parle de ligne de transmission. Et là, on commence déjà à voir que là, ça va se comporter d'une manière totalement contre-intuitive. Parce que sur le cliché que j'ai là, si j'avais par exemple utilisé un signal, on va dire comme ça, c'est-à-dire qu'à un instant donné, je suis comme ça, si je mets un voltmètre à ce moment-là à l'entrée, j'aurai plus quelque chose, et si je mets un voltmètre à la sortie, j'ai moins quelque chose. Et là, on se retrouve avec un câble, un simple câble, qui n'a pas la même chose en entrée qu'en sortie. À partir du moment où on parle de ligne de transmission, on a ce phénomène qui déboule. Tout simplement parce qu'il y a un temps de propagation. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur la ligne de transmission au niveau de ce que c'est fondamentalement et la caractéristique principale de ça. Mais cette caractéristique a tellement d'impact sur les propriétés du système que ça en devient une discipline à part entière. C'est incroyablement simple à comprendre, mais les conséquences sont colossales. Alors, maintenant, on va essayer de rentrer, alors là, dans un cas vraiment simple, de comportement. On va essayer d'imaginer ce qui se passe, et ça, on va pouvoir le vérifier en vrai avec un oscilloscope et un générateur BF. Donc, on va imaginer cette ligne. On se retrouve à des fréquences très élevées. On va imaginer des signaux carrés, par exemple, avec des fronts montants et descendants, des impulsions ou des choses comme ça. Donc, on va supposer, on va envoyer des signaux comme ça en entrée d'un câble, comme ça. Il y a toujours un retour, il faut toujours voir que là-dedans, il y a un courant et une tension qui sont à un moment donné et à un endroit donné, maintenant, qui ont une valeur. C'est vraiment fondamentalement, à un instant donné, il y a la notion d'emplacement sur le câble qui doit être prise en compte pour évaluer une grandeur donnée, que ce soit un courant ou une tension. Alors si je fournis un générateur variable suffisamment rapide, et ici, je regarde ce qui se passe. Maintenant, ce truc-là, qu'est-ce qui se passe à un instant donné? Je vais dire, je suis à un instant T, en fait, le signal il va se retrouver comme ça. Si je mesurais la tension le long du câble à un instant donné, j'aurais ça. Alors attention, ici, là c'est au moment où j'ai mis en route le générateur. Le générateur, au bout de quasiment un petit peu de temps après l'avoir mis en route, j'ai ça, et ça n'a pas encore eu le temps d'atteindre le bout. On va prendre ça comme ça, parce que dire que c'est comme ça, c'est pas vrai. Justement, on va voir que ce n'est pas vrai.
Voilà, j'ai allumé ce truc-là et on va dire il est là. En fait, ici on a 0. J'ai allumé et je signale qui est comme ça. Au bout d'un petit bout de temps, hop, on est là. Donc le signal, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ben, dans le câble, il avance dans ce sens-là. Voilà. Dans le temps, on va avoir ce truc-là qui va avancer. Donc ici, je vais avoir le générateur qui aura déjà fait une paire de périodes, mais ici, j'aurai toujours 0 volts. Parce que ça n'a pas encore eu le temps d'atteindre le bout. Alors maintenant, on va se retrouver dans la situation où, tout à coup, je vais avoir le signal qui va être comme ça. Bon, ça, on va supprimer. Donc, il est toujours en train d'avancer. Le signal, pouf, il va se retrouver en sortie là. Mais ici, je suis en l'air. Je suis relié à rien. C'est-à-dire que j'ai une impédance de charge infinie. Le problème, c'est que ce courant et cette tension qui se trouve dans le câble, il faut bien que ça aille quelque part. Comme c'est ouvert, ça n'a pas d'autre solution que de repartir. Parce qu'il y a une énergie qui a été envoyée par le générateur, qui est en train de se propager et qui n'attend que le moment pour revenir, sauf que c'est ouvert et il se retrouve face à un endroit où il ne peut plus aller. Donc il n'a qu'une seule solution, c'est de repartir dans l'autre sens. Alors ce phénomène, on l'a exactement avec une corde que l'on secoue et qui est tenue par un anneau sur un poteau au bout, c'est-à-dire qu'elle est libre. La corde, quand on fait une impulsion à la corde, elle va jusqu'au poteau et elle va bouger avec l'anneau sur le poteau, c'est-à-dire qu'elle est libre, mais l'onde va revenir. Parce que l'énergie envoyée, il faut bien qu'elle aille quelque part. Ici, elle ne peut pas se dissiper, il n'y a pas de charge. Donc elle est obligée de repartir. Et donc, un instant après, bon, je vais reprendre ici, j'ai la sortie. J'ai donc le signal qui se retrouve comme ça. Théoriquement, si la ligne devait continuer, il aurait fait ça. On va dire comme ça. Sauf que là, il ne peut pas aller là, mais il est obligé de repartir comme ça. Donc, la partie qui aurait dû aller plus loin se retrouve réfléchie directement. Elle n'a aucune raison de changer de valeur, mais elle repart dans l'autre sens. Sauf que cette portion-là, elle est superposée à cette portion-là qui continue à avancer. C'est-à-dire qu'on a cette partie-là, alors ça c'est la partie, et cette partie-là qui repart. Cette descente-là, c'est en fait on va dire cette descente-là, c'est cette partie-là. Bon, ici ça s'arrête. Cette partie ici, c'est la réflexion de cette partie-là. Sauf que cette partie-là, elle est superposée à celle-là. Donc en réalité, le vrai signal sera le mélange des deux. Donc on va se retrouver, admettons, le signal d'entrée, il est là. On a cette partie-là qui est le bout, qui aurait dû partir et qui était réfléchi. Donc le vrai signal, à ce moment donné, ça va être ça, 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 et ça. Et là, on est en bout du câble. Donc on a en fait une superposition de deux signaux carrés, parce que j'ai pris un signal carré, superposition des deux signaux, dont une partie est la réflexion de ce qui aurait dû aller tout droit. Et il y a une superposition des deux. Donc la tension, elle va monter. Hein, il y a deux signaux superposés, il y a une addition des deux signaux. Donc on se retrouve avec un mélange d'un signal qui part, qui est dû au générateur, et le signal qui est réfléchi dans ce sens-là. Et ça va se superposer en permanence. Et donc, quand on va regarder avec un oscilloscope ici, on va se retrouver avec un signal qui est souvent comme ça. Si on met des signaux carrés de ce genre ou des impulsions en entrée, on se retrouve avec une superposition. Alors, il y a une partie ici qui correspond au signal qui arrive et une partie ici qui correspond au signal qui revient, ou réciproquement, tout dépend de manière temporelle comment ça agencé. Et au milieu, il y a une superposition des deux, qui fait qu'on a un doublement de la valeur de tension. Donc, il faut bien s'imaginer qu'à partir du moment où il y a des signaux qui reviennent et qui viennent interférer avec le signal d'entrée, évidemment, ce qu'on voit devient complètement délirant. Si ce n'est pas maîtrisé, ça devient complètement... ça peut devenir n'importe quoi. Et donc, on a une intégrité de signal qui est complètement compromise.
Alors là, je suis dans le cas où j'ai laissé ouvert. Alors ça, on va le voir. Hein. Maintenant, je vais prendre le cas complètement opposé. Je reprends mon signal que j'ai envoyé. Hop, il est là. Donc le générateur a été allumé ici. Ici, on a 0. Sauf qu'ici, je mets un court-circuit à la masse. En sortie, c'est court-circuité. Donc, par définition, ici, j'aurai toujours 0 volts. Par définition. Vu que je l'ai court-circuité. Alors là, ça n'empêche pas que le générateur va continuer à envoyer ses trucs. Lui, il envoie une tension, il voit des trucs, il voit, bien que ce soit court-circuité ici, au début, tant que ça, c'est pas encore arrivé là, lui, il envoie un signal, et il y a une tension, il n'y a pas de problème. Il ne voit pas de court-circuit, pour l'instant. Il ne voit pas d'effet de court-circuit au bout. Chose qu'on imagine moins facilement lorsqu'on est en électronique conventionnelle, où quand on court-circuite, on court-circuite, et ça court-circuite sur toute la longueur du circuit. Sauf que là, il a eu le temps d'envoyer des trucs, il n'a pas encore vu ça. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors ça, c'est un peu plus délicat, et on peut exactement faire la même chose avec une corde, mais au lieu de la laisser libre au bout sur un anneau, sur un poteau, on la fixe sur un poteau, on la fixe et on l'empêche de bouger. Et on prend la corde et on envoie une impulsion et on voit ce qui va se passer. Alors, je vais revenir ici, cette partie-là, je reviens ici. Donc, j'arrive avec ce signal, avec un temps un peu plus loin, on va se retrouver comme ça. Donc, j'ai le truc de sortie, j'ai le court-circuit à la masse, donc j'ai le signal qui est comme ça. Il aurait dû aller jusque-là, il aurait dû être comme ça, au bout d'un certain temps, donc toute cette partie-là est passée de l'autre côté. Enfin, aurait dû passer de l'autre côté. Sauf que, le problème c'est qu'ici j'ai 0 volts, c'est imposé par le court-circuit. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer cette chose-là, certaines sont totalement incompréhensibles, et alors celle que je trouve, pour moi la plus compréhensible, c'est pour maintenir 0 volts, toujours ici, il faut superposer au signal qui arrive un signal qui soit opposé, en ce point-là. C'est-à-dire qu'à un instant donné, en ce point-là, ici, le point qui est là, vu qu'il est forcé à 0 volts, il est forcé d'avoir un signal opposé pour imposer ce 0 volts-là. Donc, ça veut dire que ici, à ce moment-là, ici, a créé un point opposé en valeur de tension à celui qui arrive à ce point-là. Comme ça, on est sûr que de toute façon, on a toujours 0 volts. Alors, toute cette partie-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour tous les points de cette partie-là, c'est exactement ça qui s'est passé. Quand on est arrivé à ce point-là, bon, il est resté à 0 parce que c'est 0. Quand il est monté ici, forcément, il y a eu une valeur négative qui est apparue ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que toute cette partie-là, en fait, a créé un signal opposé qui part dans l'autre sens, contrairement à celui-là où c'est le signal incident qui arrive tout le temps. En fait, le fait d'imposer 0 ici force à créer un signal qui repart dans l'autre sens, qui est le symétrique en tension du signal entrant. Pour toujours, à tout moment, forcer le 0 volt ici. Et c'est ce qui se passe. Alors, quand c'est ouvert, on a un signal dans le même sens. Quand c'est fermé, on a un signal opposé qui repart. Et il y a toujours une réflexion, parce que, de toute façon, ici, il y aura un courant qui va revenir, mais la tension, elle, ne va pas rester tout le temps à zéro. Il y a un phénomène qui fait qu'on se retrouve au niveau de tension à forcément avoir quelque chose qui apparaisse pour forcer le 0 volt. Et c'est ça le truc, c'est ici, c'est ce point-là est forcé à 0 volt. Et donc, le signal incident doit forcément être contré par un signal opposé qui se crée pour maintenir ce 0 volt et évidemment avoir un courant de retour qui va se créer évidemment. Donc, à ce niveau-là, comme ici, lorsque c'était ouvert, le résultat n'est pas ce signal, le résultat est la superposition des deux, parce que la partie noire ici, c'est le signal n'est pas encore passé de l'autre côté, il est là. Et cette partie-là, c'est issu de ce qui aurait dû passer de l'autre côté. Donc le vrai signal, c'est la superposition des deux. Donc le vrai signal, il va être comme ça, et là, 0, parce que ces deux-là sont symétriques, pour un signal carré. Donc je me retrouve avec une impulsion négative comme ça. Donc
le générateur qui n'arrête pas d'envoyer ici des signaux carrés comme ça, lui va se retrouver, si on regardait le signal, bon ici sera 0, mais si on regardait le signal le long de la ligne, on se retrouve avec une impulsion comme ça. Et en fait, sur toute la ligne, il va se créer des impulsions comme ça. Selon si c'est la partie d'au-dessus qui va se contrer la partie, si c'est la partie positive qui arrive et qui est contrée par la partie négative, et réciproquement. Pour le cas où le signal pour cette partie-là, on va se retrouver avec une impulsion positive. Et en fait, le signal le long de la ligne, qui est la superposition du signal du générateur plus ce signal réfléchi, va fournir des choses là. Et ce petit bout-là ne correspond qu'au décalage qu'il y a entre le signal incident et le signal réfléchi. Et on peut, évidemment, quand on connaît les vitesses de transmission, on peut évaluer la longueur du fil. Parce que ces dimensions-là sont liées au temps que ça a mis à se propager, donc sur la longueur du câble. Et plus le câble sera long, plus on va se retrouver avec quelque chose qui va s'élargir, et à la fin, on va se retrouver à des signaux, une période va influer une autre période. Ici, j'ai une période qui s'influe elle-même, parce que je ne suis pas encore trop rapide. Mais lorsqu'on est très rapide, on peut se retrouver vraiment avec une période qui va se superposer à une autre période beaucoup plus tard, au niveau de la taille rentrante de chaque période. Nous, sur l'expérience qu'on va faire, sur l'oscilloscope, c'est la même période elle-même qui va avoir une superposition d'elle-même. Parce que je n'ai pas utilisé un câble trop long et je n'ai pas un générateur BF qui travaille dans le gigahertz. Donc quand on travaille par exemple dans le mégahertz, on va se retrouver avec une superposition. En fait, ça va être le même signal mais légèrement décalé dans le temps. Le décalage sera simplement pas suffisant par rapport à la durée des périodes pour qu'une période influe sur une autre. Moi, ça va être juste superposition au sein de la même période avec juste un léger décalage. Il faut bien voir qu'on travaille avec des vitesses et fréquences très élevées. Donc, en gros, en résumant, vraiment pour comprendre le principe et la conséquence du fait qu'il y ait un temps de propagation et qu'en sortie, on n'ait pas la même chose qu'en entrée, c'est que dans les deux cas extrêmes où on a un circuit ouvert, on a le signal qui repart intégralement. Donc on a un coefficient de réflexion de 1, c'est ce qu'on appelle le coefficient de réflexion de 1, c'est-à-dire qu'il repart avec la même forme. Il repart parce que la sortie étant en l'air, il est forcé d'aller quelque part. Il ne peut pas aller ailleurs, il est obligé de repartir. Dans le cas opposé où on est en court-circuit, le fait d'imposer du zéro tout le temps génère aussi une onde réfléchie, et des coefficients de transmission de -1, parce que ça l'inverse, pour toujours qu'il y ait 0 ici. Et ces ondes qui sont réfléchies se superposent à l'onde qui est en train d'arriver. Et donc, à la fin, dans la ligne, on n'a pas du tout le signal qu'on avait au départ. On a une superposition de deux signaux. Et là, j'ai montré les deux cas extrêmes, avec une impédance de charge de 0 comme le court-circuit, et une impédance de charge infinie, comme le circuit ouvert. Et donc, on se dit qu'entre ces deux trucs-là, on se retrouve dans des états extrêmes. Mais entre les deux, on peut avoir un mélange. Alors, il y en a un, quand c'est un circuit ouvert, quand l'impédance de charge, ici ZL, est infinie, on a un coefficient de réflexion qui est égal à 1. Quand on a une impédance nulle, on a un coefficient de réflexion qui est égal à -1. On se dit, mais il y a peut-être un Z où le coefficient de réflexion égale 0. En quoi un coefficient de réflexion est égal à 0 nous intéresse? Ça veut dire que simplement, il n'y a rien qui est réfléchi. Il n'y a rien qui est réfléchi. Donc, on a le signal d'origine qui n'est pas corrompu par un signal qui revient. Et donc, a priori, il y aurait une valeur entre les deux pour laquelle il n'y a pas de réflexion. En fait, ce qui va se passer au fur et à mesure qu'on va passer d'un circuit ouvert à un circuit fermé, c'est que le coefficient de réflexion, au début, on a l'intégralité du signal, ensuite le signal réfléchi va être plus faible, il va être à 0, et après il va s'inverser, il va redevenir jusqu'à être l'opposé exact du signal d'origine. Donc, il existe une charge en sortie de telle sorte qu'il n'y ait pas de réflexion. C'est ce qu'on appelle l'impédance caractéristique de la ligne. C'est simplement
Alors, c'est une caractéristique du câble. Il faut bien voir que c'est une caractéristique du câble, mais c'est aussi la charge qu'il faut mettre en sortie du câble pour qu'il n'y ait pas de réflexion. Alors, c'est une caractéristique du câble. Alors, si le câble n'a pas de perte, c'est la résistance, c'est la racine de la self-linéaire sur la capacité linéaire. L, c'est en Henri par mètre, et C, c'est en farad par mètre. Et bien sûr, ça, si on veut, c'est des ohms. Capacité linéique et la self-linéique du câble donnent une impédance caractéristique. Alors, si le câble, évidemment, a une résistance en continu et aussi une conductance parallèle en continu, en fait, la formule plus générale, c'est plutôt une résistance plus JL oméga, donc ça dépend de la fréquence, et une conductance plus JC oméga. Alors, le schéma équivalent, ici, ce serait tout simplement que la ligne de transmission n'est qu'une ligne comme ça. Alors, attention, c'est pas, disons que 1 mètre de câble a une sève de temps et une capa de temps. C'est une caractéristique. Alors attention, faut bien voir que dans ce domaine-là, il faut oublier ces notions de filtres telles qu'on les conçoit habituellement. Ce sont en fait des capacités dites réparties, mais c'est un autre fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans ce truc-là, mais je vais quand même en dire un petit mot. Alors ici, dans le cas plus général, en fait, c'est simplement on a une résistance en série avec le câble, c'est la résistance unique du câble, et aussi on a une conductance qui est en fait une inverse de résistance en parallèle. Ici on a du R, ici on a du G, ici on a LC. Bon, un vrai câble c'est comme ça, et on a une impédance caractéristique qui est comme ça. Si on néglige ces aspects-là, ça c'est très élevé, ça c'est très faible, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Alors, cette notion de self et de capacité répartie, en fait, ça donne lieu à ce qu'on a... fondamentalement, ça donne lieu à ce qu'on appelle l'équation du télégraphe. L'équation du télégraphe est liée à ça, et derrière l'équation du télégraphe, qui définit une ligne, qui permet de faire beaucoup de calculs sur une ligne donnée, à partir de ces données particulières, en fait, l'idée derrière, c'est de dire qu'un câble, comme ça, c'est une succession de self et de kappa minuscules pour chaque petit bout de câble minuscule. Chaque bout de câble est en fait une association LC, LC, LC comme ça, infinitésimale, et en fait un câble est la succession de tout ça. Alors c'est bien un truc qui n'est pas une self et une capacité comme j'ai dessiné, mais une accumulation de LC, LC, LC infinitésimaux qui sont mis les uns derrière les autres. Chacun correspond à un Z0, mais à la fin, quand le câble il est ouvert comme ça, et il manque la suite. Et en fait, le fait de mettre cette résistance ici fait que le câble se comporte comme s'il y avait la suite. Vu d'ici, tout ce qui suit, si le câble était infini, vaut Z0. D'ici, tout ce qui suit vaut Z0. Mais si on coupe le câble, à partir ici, ben, il va y avoir que ce bout-là, il va manquer tous les bouts qui fait que le câble se comporte comme Z égale Z0. Et le fait de le finir à la fin avec un Z égale Z0 fait que, vu d'ici, le câble semble être infini. Il retrouve ses caractéristiques qu'il aurait s'il était infini. C'est-à-dire que la réflexion se fera à un temps infini. Il y aurait théoriquement un signal réfléchi, mais il sera à l'infini. Cette notion de Z0, pourquoi faut-il terminer un câble en notion de Z0? C'est parce que comme le câble est fini en longueur, il faut lui rajouter un bouchon au bout, de telle sorte qu'il se comporte comme s'il était infini. Et donc tous ces petits bouts de Z et C correspondent à des portions de Z0 qui se mettent les unes à les autres. Enfin, ça ne vaut pas Z0 par élément, mais disons, cette notion de petits bouts de LC qui sont les uns derrière les autres fournissent la caractéristique du câble, à supposer qu'il est infini, qu'il soit infini. Si on le coupe, pour continuer ça, il faut mettre Z0 pour qu'il continue à avoir cette caractéristique. C'est une méthode artificielle de rendre le câble infini. Donc ces notions de capacité répartie et de résistance-capacité linéique sont très importantes pour pouvoir justement faire cet artifice qui nous permet d'avoir un signal qui n'est pas pollué par du signal réfléchi. Et ce Z0 dépend de la géométrie, du diélectrique, de l'écartement des fils entre eux, etc.
etc. Hein, c'est beaucoup de choses qui viennent intervenir là-dedans. Et c'est pour ça que c'est une donnée fournie par le câble. Et bien entendu, ce n'est pas quelque chose qu'on mesure à l'ohmmètre. C'est pour ça qu'on appelle ça plutôt une impédance caractéristique, plus qu'autre chose, mais on ne mesure pas une impédance caractéristique à l'ohmmètre. On la mesure en faisant la bonne terminaison dans le câble, en supprimant les réflexions. Bon, on va arrêter là sur vraiment la base. Voilà, c'est la base de chez la base des lignes de transmission, mais c'est juste pour donner une idée du comportement totalement exotique que les câbles, ne serait-ce qu'ici un câble, peut avoir lorsqu'on tombe dans des hautes fréquences, quand on tombe dans des signaux qui contiennent des hautes fréquences. Parce qu'on peut très bien avoir des signaux relativement lents, mais les fronts montants et descendants d'un signal carré contiennent beaucoup de hautes fréquences. Et donc, à partir du moment où on commence à avoir des réflexions et des choses comme ça, on a une dégradation de ces parties-là. Alors, où est-ce que c'est important? C'est par exemple dans les horloges. Dans les horloges, le jitter, lorsqu'on a des horloges ici, le jitter, il est dû soit au positionnement, évidemment, dans le temps des fronts descendants, ça c'est le jitter machin, mais il peut aussi exister parce que le signal est détérioré par des lignes et des pistes et des câblages qui sont mal agencés. Donc on peut se retrouver, au lieu d'avoir un beau signal comme ça, on peut se retrouver avec des overshoots et des retards qui en plus vont bouger plus ou moins et qui vont ajouter un jitter, mais dû à une dégradation analogique du signal et non pas à un mauvais positionnement temporel dû à un quartz ou une horloge défaillante. C'est une autre source de jitter si le signal n'est pas maintenu propre. C'est pour ça que beaucoup d'horloges, pas forcément des horloges très très élevées, mais des horloges dans la centaine de mégahertz, on va dire, ou même bon, dans ces eaux-là, en fait, elles sont terminées par une impédance caractéristique. On doit travailler avec, par exemple, sous 50 ohms, des impédances caractéristiques de 50 ohms. Et donc, quand on fait des circuits imprimés, on peut faire soit ce qu'on appelle des microstrips ou des pistes enfuies ou des pistes côte à côte ou des choses comme ça. Et il y a des moyens de calcul pour, selon l'écartement de deux pistes, selon leur épaisseur, selon évidemment leur longueur, leur géométrie, pour une impédance caractéristique donnée, permettre de calculer comment les pistes doivent être mises, quelle est l'épaisseur du cuivre, quelle est la largeur, comment elles doivent être montées géométriquement sur le circuit imprimé, pour avoir telle impédance caractéristique. Parce que à la fin, elles vont être terminées par une résistance, une simple résistance, et le tout va former un système qui ne contiendra pas de réflexion de signal. Et ça, on le voit même dans des appareils qui ne sont pas forcément à très haute fréquence, mais qui ont par exemple une nécessité d'avoir une horloge ultra propre. L'intégrité du signal est très importante quand on a des signaux avec des flancs très rapides, mais pas forcément des périodes très rapides. Comme quoi, la notion on va dire de lignes de transmission peuvent arriver, même quand on travaille avec des fréquences qui ne sont pas si rapides que ça. Simplement, le signal doit être propre et parfaitement restitué en sortie parce qu'il contient des fréquences élevées. Sinon, on va se retrouver avec des réflexions qui peuvent débouler et n'importe quoi. Et on va voir, simplement, avec une très très simple mise en place, avec un simple oscilloscope, un générateur BF et un câble, on va voir ces effets-là en vrai. Et on va essayer de trouver l'impédance caractéristique d'un câble que j'ai, RG58, puis on va essayer de calculer en plus sa longueur en utilisant simplement ça. Ok, donc voilà le montage. Un simple générateur BF qui crée des impulsions. Alors ici, ce sont des impulsions de 1 MHz. Hein, donc ici, on a un rapport cyclique de 25%, c'est-à-dire qu'un quart du signal est au niveau haut et 3/4 au niveau bas. Donc là, on a un signal de 1 MHz. Alors ici, donc j'ai un câble qui part du générateur BF, et ensuite l'oscilloscope, j'ai un autre câble qui est le câble justement dont on veut évaluer le truc. Donc ça, voilà un gros bout de câble, il y a, je sais pas, il y a 3,50 m, quelque chose comme ça. Hein, et il y a l'extrémité ici, qui est, bon j'ai mis des T parce qu'il faut des adaptateurs, mais j'ai ici au bout, là où il y a la chaîne, là j'ai un terminateur de 50 ohms. Alors le générateur BF, lui, a aussi un terminateur, c'est-à-dire qu'il a une résistance de 50 ohms en série avec
la sortie du générateur. Alors, ce que je n'ai pas dit au tableau, c'est que bien entendu, les lignes doivent être terminées par l'impédance caractéristique des deux côtés. Hein, pas seulement du côté là où je mesurais du côté droit sur le tableau, mais bien entendu, ça est fait des deux côtés. C'est un système symétrique. Et pour éviter évidemment des réflexions dans l'autre sens venant du générateur, il faut aussi terminer le générateur. Et la terminaison ne se met pas en parallèle, hein, se met en série parce qu'un générateur en fait a une impédance interne nulle et on met une résistance de 50 ohms en série. Mais ici, sur le générateur BF, j'ai la sortie qui contient une résistance de 50 ohms. Voilà. Donc, ici, j'attaque l'oscilloscope. Donc, on a une impulsion qui est plutôt propre. Donc, je vais zoomer dessus. Hop, alors, voilà. Ça, on va voir ce qui se passe. Donc ici, j'ai deux carrés, donc je suis à 200 millivolts, non, je suis à 50 millivolts dans 100 millivolts, une impulsion de 100 millivolts, voilà. Donc j'ai quelque chose qui est plutôt propre, hein. Je vais essayer de me centrer un peu mieux. Voilà, on va agrandir. Voilà l'impulsion. Donc là, je suis terminé, il y a une terminaison correcte, 50 ohms et 50 ohms au niveau du générateur B. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le terminateur. Je vais enlever la terminaison de 50 ohms là. Ah, donc je vais enlever ça. Hop, voilà ce que devient le signal. C'est tout à fait étonnant parce que déjà, on se retrouve avec un signal qui est 2 fois plus grand. Alors pourquoi? Mais en fait, c'est simple. Là, j'ai un terminateur de 50 ohms, donc qui est en sortie. Le générateur BF, lui, il a 50 ohms en série. Donc, l'oscilloscope étant entre les deux, l'oscilloscope, lui, mesure la tension au bord du terminateur. Donc, il a un signal divisé par 2. C'est un diviseur de tension 50-50. Or, ici, je n'ai plus ça. Donc, je prends directement la tension qui est en sortie du générateur BF. La résistance interne du générateur BF n'a plus le lieu de jouer. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est doublé. Mais c'est aussi doublé, évidemment, mais tout est lié ensemble. Hein. C'est pas parce que, bon là déjà c'est augmenté parce que j'ai un pont diviseur aussi. Mais l'effet ici, c'est qu'on se retrouve avec quand même une espèce d'épaulement ici. Et en fait, on se retrouve simplement avec une superposition de deux signaux. Il y a le signal incident qui est arrivé là, et il y a le signal réfléchi qui est arrivé un peu de temps après, juste après coup. Donc en fait, si je montre, je prends un crayon, voilà ça. Cette partie-là qui monte jusque avant la descente ici, c'est le signal incident. Et le signal réfléchi, c'est le même décalé dans le temps. Et ce qu'on voit ici, c'est la superposition des deux. Donc on se retrouve à 2 fois lorsque les deux sont ensemble. Il y a une partie ici où c'est juste le signal réfléchi qui est tout seul. Et ici, on a juste le signal incident qui est tout seul. Mais au milieu, on se retrouve avec la superposition des deux. Et donc, voilà ce que ça donne lorsqu'on a un circuit ouvert. Et ça ne donne pas un signal carré tel que sort le générateur BF. On voit bien que là, on n'est pas du tout dans la logique d'une pile et une ampoule. On est dans une logique de ligne de transmission où là, il y a une superposition de 2 signaux décalés dans le temps et qui partent dans des sens opposés. Et on se retrouve avec ce genre de truc. Et ça, on l'a évidemment pour tous les signaux. En fait, le signal se perturbe avec lui-même. Parce que les fréquences sont trop faibles pour qu'un signal aille perturber une autre période. Ici, c'est avec lui-même. Et on verra tout à l'heure quand on va calculer la longueur de la ligne, c'est en fait la période pendant laquelle il va être sur un seul niveau qui correspond en fait au temps de propagation le long du câble jusqu'au bout et retour. Donc ici, en prenant le temps entre je vais agrandir pour mieux voir, le temps entre là et là, entre le moment où le signal démarre et au moment où la partie réfléchie démarre, le temps ici, c'est le temps de propagation x 2, parce qu'il y a l'aller-retour dans le câble. Et donc, à partir de là, si on prend le temps et qu'on connaît la vitesse de transmission du câble, on peut en définir sa longueur. Donc ça, c'est le cas où j'ai un câble ouvert. Maintenant, je vais le terminer avec un simple court-circuit. Alors ça, c'est un court-circuit. On va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai carrément un signal différent. Alors, on s'attendrait, dans le cas d'une électronique standard, mais qui est 0 volt, et qu'en fait, le générateur BF soit en court-circuit. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on voit. On voit
un signal avec 2 pics. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est signal incident qui commence. Et hop, on a un signal réfléchi qui est opposé, donc qui va annuler le signal incident jusqu'à ce que le signal incident soit fini. Et après, on a le résidu du signal réfléchi qui est à l'opposé. Voilà. Et là, on a le cas complet de superposition de 2 signaux qui se propagent dans les sens inverses et de signes opposés. Et on se retrouve avec les deux bosses opposées telles que je l'avais écrit au tableau. Donc, maintenant, j'en mets 50 ohms. Si je remets le truc de 50 ohms, ben, j'ai le signal normal. Donc, là, j'ai mis 50 ohms parce que ce sont des câbles de 50 ohms, mais on va voir que maintenant, on va essayer de voir quelle est l'impédance caractéristique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on prend un potentiomètre. Voilà, j'ai pris un potentiomètre. Bon, j'ai mis une résistance pour diminuer sa valeur. Et je vais mettre ça en sortie. Et donc, en faisant varier la résistance, bon, c'est un 10 tours, donc il faut que je me coltine les 10 tours. En faisant varier la résistance, à un moment, je me retrouve avec le signal normal, et à un moment, je me retrouve avec le signal court-circuit. Là, je suis en butée de potentiomètre. Et là, j'augmente la résistance. Là, je vais passer au moment où le signal est propre, et après, je vais revenir au signal où il y a une superposition. Alors, la superposition ici, elle est asymétrique, parce que ma résistance due au potentiomètre n'est pas infinie. Hein. J'ai un potentiomètre, là, il y a quelques centaines d'ohms. Mais bon, après, si je le débranche, voilà, je suis à résistance infinie. Là, je suis à résistance intermédiaire. Et évidemment, en descendant la valeur, il y a un moment où je me retrouve avec un signal qui est propre, qui doit être à peu près dans ces eaux-là. J'ai un overshoot à peu près dans ces eaux-là. Et après, je me retrouve avec une résistance trop faible. Donc par ici, je dois être dans la résistance caractéristique du système. Alors, moi j'ai un pauvre truc qui pend au bout comme ça. Évidemment, ça ne fait pas 50 ohms de résistance caractéristique. Donc c'est sûr que là, je suis à peu près au mieux que je puisse obtenir hein, dans ces eaux-là. On voit que c'est quand même moins bon que le signal terminé avec une résistance directement mis en sortie. C'est-à-dire on reste toujours dans le domaine du coaxial. Là, j'ai du câble volant, j'ai des trucs comme ça. Donc, si je remets mon truc ici, j'ai pas vraiment la même tête. Alors, ce serait plus comme ça parce qu'il y a un léger overshoot d'origine. Donc, je pense que je dois être à peu près par ici dans les valeurs idéales de résistance caractéristique du système, tenant compte bien sûr de ça en plus. Alors, si je prends ça et que je le mesure à l'ohmmètre, maintenant, je peux mesurer le potentiomètre tel qu'il est là. Je prends l'ohmmètre. Alors, je sais pas où je l'ai mis. J'ai un ohmmètre qui traîne par là, qui a été fait pour ça. Donc, alors, je sais pas si je vais pouvoir le placer que ça se voit. Si, on va voir ça. Hop. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Voilà. Donc là, je vais mesurer la valeur qu'il y a au niveau du potentiomètre. Et là, j'ai 55 ohms. Bon, là, bien sûr, j'ai le câble qui est en plein milieu. Voilà. Là, j'ai 55 ohms à peu près. C'est la valeur qui est au niveau du potentiomètre. Ben, c'est à peu près la valeur caractéristique de la ligne. C'est l'impédance caractéristique de la ligne, en gros. Voilà. Et donc, on voit qu'on passe d'un système à l'autre avec un simple potentiomètre. Et c'est la valeur qu'il faut mettre pour que le câble se comporte finalement comme un câble infini. Voilà. Alors, cette technique justement de faire passer des signaux et les analyser en retour avec superposition comme ça, ça permet d'étudier les caractéristiques d'un câble sur toute sa longueur et de calculer tous les défauts. Parce que, évidemment, quand on voit mon câble ici, bon, je vais reculer pour mieux voir. Ici, le câble, c'est, en fait, il y a 2 câbles dedans. C'est 2 câbles à la queue leu-leu, comme ça. Et au milieu, par exemple, là, j'ai un connecteur. Si le connecteur avait un défaut, en fait, si j'utilisais un signal suffisamment haute fréquence pour pouvoir vraiment séparer la partie réfléchie et la partie incidente, on verrait des défauts à un certain temps donné. C'est-à-dire que si le câble était sans défaut, on aurait une partie réfléchie qui ressemblerait fortement à la partie incidente. Simplement, elle serait séparée. Et si le câble était parfait, il serait identique. Or, la partie réfléchie peut avoir des défauts à certains lieux. Et le lieu sur la partie réfléchie du défaut, comme on connaît les caractéristiques des câbles, permet de définir à quelle distance du point de mesure on doit aller pour aller voir où est le défaut. Alors avec ça, on peut détecter
quasiment des coupures de câbles ou des choses comme ça. Alors on peut savoir si le câble est coupé. Par exemple, là, si je coupe au milieu, j'ai autre chose. Bon, il faudrait que je travaille des impédances, des fréquences plus élevées, mais en fait, l'onde de réflexion serait plus proche s'il y avait une coupure en plein milieu du câble. Et le décalage qu'il y a par rapport à l'onde incidente permet de savoir à quel endroit exact du câble on a une coupure. Alors ça peut être une coupure franche, auquel cas on a carrément un autre signal réfléchi, soit c'est un défaut d'impédance, auquel cas on a une déformation du signal réfléchi. Mais ça permet de localiser les défauts de toute une ligne de transmission. Et c'est extrêmement puissant. Alors ici, on va regarder un peu, calculer la longueur du câble. Bon, ça ne va pas être très simple, mais en fait, la longueur du câble, ça va être la distance à partir duquel on se retrouve avec une onde réfléchie. C'est le temps que va mettre l'onde réfléchie à revenir sur l'oscilloscope. Donc ça, c'est ici l'onde incidente, et là, l'onde réfléchie. L'onde incidente, elle arrive là, elle devrait continuer comme ça, normalement. Or, il y a l'onde réfléchie qui arrive à ce moment-là. Donc, on se retrouve entre à peu près ça et ça. C'est-à-dire, ça fait, on va dire, je vais le translater, voilà, à peu près. Bon, on est à peu près à une graduation et demie, ici, et on est à, combien? On est à 20 nanosecondes. Donc, on a une graduation et demie à 20 nanosecondes. Alors, pour calculer ça, une graduation et demie à 20 nanosecondes, bon, ce qui fait 30 nanosecondes. Alors 30 nanosecondes, sachant que c'est du RG58, donc sa vitesse de propagation est de l'ordre de 200 km par seconde. Hein, c'est 0,66 fois c. Donc on va faire le calcul, on va faire 0,66 fois la valeur, on va la faire en mètres, 330 000 mètres. Ça, c'est la valeur de vitesse de transmission en mètres par seconde. Voilà. J'espère qu'on voit un peu mieux, voilà, comme ça. Ça, c'est la vitesse de transmission en mètres par seconde. Ici, j'ai un délai de, donc, j'ai dit 30 nanosecondes. Donc, c'est fois 30 nanosecondes, donc c'est 10 puissance moins 9. Donc, j'ai 5,94 mètres qui ont été parcourus entre là et là. Et c'est aller-retour. Donc, il faut diviser par 2 pour avoir le nom du câble, qui est de 2,97. J'ai deux câbles de 1,50 m à peu près, un peu plus. Bon, après, c'est peut-être un peu plus que 1,5 division, c'est peut-être 1,6. Donc, on est à peu près dans les ordres de grandeur de 3 mètres. Ce qui correspond effectivement au câble que j'ai. Hein, c'est à peu près ça, c'est deux câbles de 1,50 m, quelque chose comme ça, qui sont à la queue leu. Donc, là, je peux quand même évaluer la longueur de mon câble, rien que comme ça. Alors, bien sûr, il faudrait travailler des fréquences beaucoup plus élevées pour pouvoir vraiment lire et calculer non seulement les défauts, mais on peut calculer l'impédance caractéristique le long de la ligne en fonction de l'allure, de la valeur de l'onde de retour, de sa forme. On peut calculer l'impédance de la ligne à un endroit donné, l'impédance caractéristique d'une connexion. On peut faire vraiment des analyses très poussées de ça, et ça permet, quand on a des lignes enterrées, d'aller rechercher les lieux des défauts et d'aller directement creuser là où ça se passe. C'est un truc extrêmement puissant, très simple conceptuellement, mais assez universel, ce qu'on appelle donc, la réflectométrie temporelle, ou TDR. Donc ça, c'est une version très très rustique et très très approximative, mais on voit quand même les phénomènes qui ont lieu. Et on voit que finalement, les lignes de transmission sont des trucs exotiques. Rien que commencer à travailler avec, on voit des effets complètement biscornus. Et c'est vrai que là, j'ai un signal qui est bizarre avec des épaules et tout ça, alors que j'ai juste un câble, sauf qu'il n'est pas terminé. Je mets une résistance, hop, il devient propre. Et ça, bon, ça veut dire que, comme ça, ici, c'est un signal carré, simplement, ça veut dire que toutes les fréquences sont respectées. Le fait de ne pas mettre, par exemple, de terminaison, fait une déformation. Ça veut dire que les fréquences, la courbe de réponse en fréquence de ce câble n'est pas plate. Alors ça, c'est des choses qu'on peut voir, évidemment, si on passe en sinusoïdal. Alors là, c'est pas évident de voir, mais on peut... Alors, faudrait que je passe plutôt en fréquence. Il faudrait que je fasse la vobulation. Alors là, je suis sur 50 ohms. Donc là, je monte de MHz en MHz.
Bon, c'est pas très rapide, mais voilà, je monte, je suis à 16 MHz, etc. Bon, je suis à fond. On voit que le signal, il reste dans ces deux graduations. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si je l'ouvre, là, j'ai changé d'amplitude, évidemment. Et là, je suis, évidemment, à 4 graduations. Et si j'augmente, on voit que le signal fait n'importe quoi. Et c'est le fait de ne pas avoir une bande passante plate que les signaux carrés que je passe dedans sont déformés. Alors ici, l'amplitude ici, c'est simplement la superposition d'une sinusoïde qui part du générateur BF et qui est réfléchie intégralement. Là, je suis en circuit ouvert. Voilà. Et à ce niveau-là, c'est une superposition. Alors quand je suis au minimum, par exemple au minimum ici, ça veut dire que je suis quasiment en opposition de phase. Je suis en opposition de phase entre ce qui rentre et ce qui sort là-dessus. Et j'ai 0 volt à cet endroit-là. Bien sûr, j'aurai autre chose à un autre endroit, évidemment. Et surtout en fréquence, je veux dire. J'aurai autre chose avec une autre fréquence. Donc là, on se retrouve vraiment avec quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et la terminaison, en fait, son impact final, c'est simplement, ça rend la ligne indépendante en caractéristique de la fréquence. C'est aussi une manière de le dire. Le fait qu'elle soit infinie, qu'elle est pseudo-infinie, qu'elle soit indépendante en fréquence, ici je viens de mettre le terminateur, hein. Là elle est indépendante en fréquence, c'est-à-dire qu'elle se comporte, qu'importe sa capacitance et son inductance, elle a une courbe de réponse parfaite. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce câble qui a une capacité et une self-parasite, on va dire linéique, ça n'a pas d'importance. C'est indépendant de la fréquence. Et c'est vraiment quelque chose qui est totalement contre-intuitif par rapport à un système, un filtre standard à éléments habituels. Dans le cas des lignes de transmission, ces valeurs de kappa et de self linéique n'ont aucune importance. Elles fonctionnent de pair, comme ce sont des éléments qui sont antagonistes, ça fonctionne de pair, et quand tout est parfaitement équilibré, et en fait, ça n'a plus aucun impact. Et le câble se comporte comme une résistance. Et il faut voir que ce sont vraiment des fonctionnements et des propriétés qui sont contre-intuitives. Normalement, si j'avais un câble, là ici j'ai un truc qui a un câble qui est de plusieurs centaines de picots par mètre, hein, faut pas non plus... voilà, c'est... En fait, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Et bon, jusqu'à un certain seuil, évidemment, on commence à avoir des pertes diélectriques, on commence à avoir des effets de peau, on commence à avoir des trucs comme ça qui viennent interférer dans le système. Mais de base, la self et la kappa des câbles, lorsque tout équilibré est parfaitement terminé, n'ont plus d'impact dans le système. C'est assez extraordinaire. Quand on y pense comme ça, on se demande bien pourquoi. Mais bon, il y a plusieurs moyens de le voir, mais c'est quand même une des conséquences de tout ça. Voilà. Bon, je vais éviter d'aller encore plus loin parce qu'on pourrait passer des heures pour commencer à gratter un peu la surface. Mais c'était juste pour montrer, via une expérimentation qui est quelque chose d'assez courant pour faire du diagnostic, montrer à quel point, dès qu'on rentre dans des fréquences où les longueurs d'onde dans les câbles deviennent de l'ordre de la grandeur des câbles, eh bien, le fonctionnement des systèmes deviennent beaucoup plus complexes à évaluer. Ils ont des caractéristiques qui sont assez contre-intuitive, simplement parce qu'on a une superposition d'ondes qui sont entre incidentes et réfléchies, chose que l'on n'a pas enfin que l'on a, mais à un seuil tellement faible que ça ne vient pas interférer lorsqu'on travaille des très basses fréquences. Par exemple, un câble de haut-parleur, normalement, on s'en fout de le terminer, il n'est pas bien terminé, c'est juste l'enceinte qui termine le câble. Ça ne sert pas à grand chose parce que tout simplement ce qui sort en bout du câble de haut-parleur et ce qui sort de l'ampli sont tellement simultanés qu'il n'y a pas cette notion, il y a la notion d'incident et réfléchi, mais ils sont tellement superposés que de toute façon ça ne change rien. Par contre, alors ça on peut le voir dans le livre de Cordel, bon je finis là-dessus, on pourrait imaginer de faire une terminaison des câbles haut-parleurs tout simplement parce que lorsqu'on est avec des très hautes fréquences, avec des amplis qui ont tendance à osciller à très haute fréquence, on peut se retrouver avec des systèmes qui se retrouvent fortement réactifs ou capacitifs, alors qu'une fois qu'ils sont terminés, comme je l'ai montré ici, le câble se comporte comme une résistance quasiment partout. Et ça permet, en haute fréquence, de faire que le câble n'ait plus de côté réactif ou capacitif qui pourrait déranger certains amplis un peu chatouilleux. C'est un aspect qui peut être étudié, le fait d'avoir une vraie ligne de transmission au niveau de câble haut-parleur.
En général, quelques centaines d'ohms suffit pour régler tout le système. Parce que les câbles haut-parleurs, c'est de l'ordre entre 100, 150, 200 ou 250 ohms à peu près d'impédance caractéristique. Bon. Mais néanmoins, voilà, c'est aussi une voie possible. Mais toujours pareil, c'est parce qu'on est dans un domaine haute fréquence qui est plutôt un parasite, c'est un problème qu'autre chose lorsqu'on travaille en basse fréquence comme en audio. Voilà, donc c'était un peu de manip sur les lignes de transmission. On aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on étudiera un peu quelques trucs sur les horloges, comment router un circuit ou des choses comme ça pour garder l'intégrité d'horloge, par exemple à 100 MHz, comme dans le cas des ESS par exemple. Ce sont des choses auxquelles il faut mieux penser. Et c'est ça à quel point ça montre aussi le pipotage de Geekpulse sur ces lignes qui doivent avoir les mêmes longueurs et trucs comme ça, c'est complètement bidon. Il faut bien voir que aussi les caractéristiques de la ligne dépendent aussi de sa géométrie. Hein, ça, on peut le voir sur les circuits imprimés très haute fréquence, on voit des pistes qui ont des formes pas possibles, et tout ça, ce sont justement des lignes de transmission et des systèmes, des filtres qui sont faits avec des lignes de transmission qui permettent d'obtenir des caractéristiques particulières et maîtrisées. Mais là, on rentre vraiment dans un monde de vraie magie noire. Donc voilà, c'était juste une expérimentation comme ça avec quelques propriétés des lignes de transmission.